Nous sommes donc devant le linceul déployé face à nous dans toute sa longueur, et nous nous engageons dans l'étude physiologique des traumatismes dont les traces sont décelables sur le linge. La double silhouette humaine occupe la partie centrale de cette longue bande de tissu. Sur la moitié gauche du tissu, il y a une silhouette masculine vue de face et une silhouette masculine vue de dos sur la moitié droite. Ce corps porte beaucoup de blessures des deux côtés, de face et de dos. Nous allons considérer ces blessures une à une. Tout d'abord, notons qu'il y a beaucoup de sang sur cette double silhouette. C'est du sang réel et non une représentation de sang. Ce sang a été déposé sur le linge avant que l'empreinte de la silhouette corporelle ne soit formée. Nous savons cela car sous les taches de sang, il n'y a pas d'empreinte corporelle. Les analyses montrent qu'il s'agit de sang humain, d'un homme et du groupe AB. Notons que le groupe AB est minoritaire dans la population mondiale, quoique un peu plus fréquent au Moyen-Orient. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, la couleur du sang sur le linceul n'est pas brune. Le sang ordinairement devient brun quand il sèche, mais le sang du linceul est resté anormalement rouge, ce qui ne se voit pas vraiment sur les photos. D'un rouge rosé tirant sur le mauve, très subtil, mais pas brun en tout cas. La couleur rouge du sang est due à un pigment, on le sait, à la bilirubine. Or, nous savons aussi qu'une personne fortement traumatisée présente dans le sang une grande quantité de bilirubine. Ainsi, nous savons que l'homme du linceul a été fortement traumatisé. D'autre part, les spécialistes peuvent voir si le sang s'est répandu avant ou après la mort. Or, sur le linceul, différentes taches de sang se sont répandues avant la mort et d'autres après, donnant des indications précieuses quant à la reconstitution des faits ayant conduit à la mort. On peut aussi distinguer sur le linceul le sang veineux du sang artériel. Sachons ici que les notions précises sur la circulation sanguine n'ont été acquises qu'au XVIIe siècle et par conséquent qu'un faussaire du Moyen-Âge n'aurait pas pu imaginer placer sur le linceul du sang veineux et du sang artériel, et ce, aux bons endroits. Le corps côté face présente 6 zones ensanglantées. En allant du haut en bas, l'on remarque à la tête que de nombreux caillots de sang se trouvent comme pris dans les cheveux. Ils ont une forme ronde ou bien ressemblent à des pèces coulées. Au niveau du torse, côté droit, il y a une blessure de forme ovale de laquelle semble avoir coulé un large flot de sang. Une profonde blessure est visible sur le poignet gauche, de laquelle s'échappent 2 épaisses et courtes coulées. Tout l'avant-bras gauche est parcouru de coulées de sang, allant du poignet vers le coude. Il en est de même de l'avant-bras droit. Et le dessus des pieds est maculé de sang. La partie postérieure du corps présente, elle aussi, différentes zones ensanglantées. À l'arrière de la tête, une multitude de caillots de sang se trouvent comme pris dans la chevelure, notamment au niveau de la nuque. L'homme du linceul a donc du sang tout autour de la tête. Le dessus de la tête n'étant pas visible sur le linceul, nous ne savons pas s'il y avait du sang à cet endroit, mais nous verrons plus loin que c'est probablement le cas.
De longues coulées de sang parcourent la taille comme une ceinture. Enfin, le dessous du pied droit, presque entièrement visible comme posé à plat sur le tissu, est entièrement maculé de sang. Les pieds ayant été superposés dans le linceul, on ne voit du pied gauche que le talon, lui aussi maculé de sang. Étudions une à une chacune de ces blessures. Et tout d'abord les blessures de la tête. Les caillots apparaissent en clair, alors qu'en réalité sur le tissu ils sont de couleur relativement foncée. C'est parce que nous observons un négatif photographique. Sur le front, un très gros caillot ayant la forme du chiffre 3 provient d'une blessure importante. Le sang a coulé à la verticale et s'est pris dans les rides du front, expliquant cette forme caractéristique. Il a coulé de façon lente et continue, et la contraction du muscle frontal, sous l'effet du spasme douloureux, explique la forme en 3. Il s'agit de sang veineux, probablement de la veine frontale. Côté droit, à la racine des cheveux, une grosse tache de sang est formée d'un caillot circulaire de sang artériel qui est sorti en un jet intermittent. À l'arrière de la tête, les caillots de sang se trouvent comme accumulés au niveau de la nuque, comme si les coulées s'étaient toutes arrêtées au même niveau. S'agirait-il d'un lien enserrant la tête à ce niveau, servant à maintenir un casque d'épines? Hypothèse vraisemblable et hypothèse unique, car devant cet ensemble de constatations, on ne voit pas d'autre explication. Les nombreux caillots de sang répartis dans toute la chevelure proviennent d'une multitude de blessures au cuir chevelu, et l'on sait médicalement que le cuir chevelu est très vascularisé et que toute blessure entraîne un abondant saignement. C'est ce qui s'est produit de toute évidence pour l'homme du linceul. Il a eu de multiples blessures à la tête qui ont saigné au point de produire des écoulements nombreux et abondants et qui sont restés en caillots sur le linceul. Une coiffure d'épines, non pas en forme de couronne, mais plutôt de bonnet, enveloppant toute la tête, aurait provoqué exactement les mêmes effets. Le sang pris dans la chevelure a été analysé. Il s'agit tout autour de la tête de sang d'origine artérielle, du sang ante-mortem. L'homme du linceul a subi ses blessures à la tête alors qu'il était encore en vie. Une plante, la Gundelia tournefortii, a une présence singulière sur le linceul. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente, c'est un arbuste épineux qui pousse entre Jérusalem et la mer Morte. Or, à elle seule, elle représente 50% des pollens trouvés sur le linceul. Il ne peut donc s'agir d'une contamination due au vent ou aux pèlerins. Ces feuilles roulées de façon très serrée forment comme des épines très longues, aiguës et dures, et elle était utilisée jadis de façon courante pour allumer le feu, et sa présence dans la forteresse Antonia, siège du gouverneur romain Pilate, n'est pas du tout invraisemblable. Les pollens de cette plante se trouvent essentiellement autour de la tête du personnage du linceul. La Gundelia tournefortii pourrait donc avoir une responsabilité particulière dans les blessures du cuir chevelu. Sans être prouvée, cette hypothèse paraît néanmoins vraisemblable. Le visage de l'homme du linceul montre des régions claires par endroits. Ce sont des zones où les chairs sont enflées. Les observations médicales indiquent que ce visage est tuméfié en divers endroits, aux arcades sourcilières, aux pommettes, à la joue gauche, tout autour de la bouche, à la mâchoire gauche. De plus, le nez montre une déviation de l'axe vertical vers la droite, indiquant clairement une cassure. L'homme du linceul a le nez cassé. Il a reçu de nombreux coups violents au visage,
évoquant un sévère passage à tabac. Sur le linceul, les mains sont croisées sur le ventre, la main gauche par-dessus la main droite. Ces mains sont fines et longues. Les os des doigts, maculés de sang, sont allongés, et bien dans le prolongement des os du dessus de la main. La main gauche, qui est sur le dessus, présente une large et épaisse tache de sang en forme de V, ainsi que des coulées plus fines qui se prolongent le long du bras. La pointe du V de la blessure est à la jointure de la main et du poignet, le sang s'écoulant dans deux directions divergentes. Sur le bras droit se trouvent les mêmes coulées de sang que sur le bras gauche. On ne voit pas le poignet droit, puisque la main gauche le recouvre, mais nous devons penser cependant qu'une blessure identique au poignet gauche se trouve sur le poignet droit. Ces écoulements se sont produits alors que les bras étaient en position verticale. La blessure provoquant ces coulées se trouve donc à l'articulation du poignet et de la main. Elle n'est pas au niveau de la paume de la main, c'est-à-dire qu'elle n'est pas parmi les os du métacarpe. L'origine de l'écoulement sanguin est bien au niveau du carpe, c'est-à-dire du poignet. Une autre constatation permet de savoir que les blessures des poignets ne sont pas superficielles. La main gauche montre 4 os du métacarpe et les phalanges de 4 doigts, mais nous ne voyons rien de ce qui pourrait représenter le pouce ou même la base du pouce. Cela indique que les pouces étaient rétractés à l'intérieur de la main. Il en est de même de la main droite, nous ne voyons pas le pouce, ni d'esquisse de la base du pouce. Or, médicalement, on sait que la rétractation du pouce est caractéristique de la lésion du nerf médian qui passe dans le canal carpien à l'intérieur du poignet. Lorsque le nerf médian est lésé, cela provoque automatiquement la rétractation du pouce, et cela provoque également une insoutenable douleur. Sur le linceul, les pouces des deux mains sont rétractés. Le nerf médian à l'intérieur des poignets a été lésé. Il s'agit donc bien de blessures par transpercement aux deux poignets. L'endroit de la blessure du poignet correspond justement à une sorte de vide entre les petits os du carpe. Il y a là un espace entre ces petits os qui s'appelle l'espace de Desto. La blessure est bien dans les petits os du carpe, au niveau de l'espace de Desto. Or, l'espace de Desto est la seule possibilité d'enclouage d'une main qui aura à supporter un corps. En effet, les expériences ont été faites. Seul l'espace de Desto permet un enclouage assez solide pour résister au poids d'un corps. Des médecins, le docteur Barbet en premier, ont vérifié sur des cadavres que si un transpercement était pratiqué dans le métacarpe, il n'offrirait pas une solidité suffisante. Les chairs de la paume de la main se déchireraient. Au contraire, un transpercement dans les os du carpe, dans l'espace de Desto, s'avère parfaitement résistant et permet d'y suspendre le poids d'un corps. De plus, il est très facile à cet endroit, qui laisse une sorte de passage entre les os du carpe, très facile d'enfoncer un clou, même très gros, comme l'étaient les clous qu'utilisaient les Romains pour les crucifixions. Les écoulements le long des bras se sont produits alors que ceux-ci se trouvaient en position verticale. Pouces rétractés, coulées verticales le long des bras, il est clair que ces blessures sont des transpercements par enclouage. Seuls des enclouages en vue de crucifixion peuvent fournir l'explication, d'autant que, nous le verrons plus loin, les pieds présentent les mêmes blessures. Les évangiles indiquent que Jésus eut les mains transpercées, mais chez les Hébreux, le terme main englobait le poignet. En ce qui concerne la place des clous, il n'y a pas de contradiction entre les évangiles et ce qu'indique le linceul. Il y a au contraire
une correspondance totale. Les dimensions de la blessure du poignet gauche donnent une idée des dimensions du clou qui a été utilisé, très gros et de coupe carrée. Abordons maintenant l'observation des blessures des pieds de l'homme du linceul. Le dessous du pied droit apparaît presque entièrement. Le pied gauche était superposé au pied droit dans le linceul, c'est pourquoi il n'est que partiellement visible, il n'y a que la marque du talon du pied gauche. Le dessous du pied droit est largement maculé de sang. De gros caillots y laissent des coulées qui débordent à l'extérieur de la forme du pied. Tout ce sang provient d'une blessure qui se trouve au centre du pied. Le talon gauche est lui aussi maculé de sang. L'anatomie du pied humain montre qu'il existe, entre le deuxième et le troisième os du métatarse, un espace important. Il est très aisé d'enfoncer un gros clou à cet endroit. De plus, la masse des os du tarse, juste au-dessus, offre une solidité largement suffisante pour permettre de supporter le poids du corps. Or, cet emplacement correspond à la blessure du milieu du pied de l'homme du linceul. La blessure du pied gauche n'est pas visible puisque le pied est caché, mais le talon gauche est ensanglanté et il n'est donc pas possible de douter que ce sang provienne d'une blessure semblable au pied droit. L'ensemble de ces observations démontre que l'homme du linceul a eu les 4 membres transpercés. Il a bien été crucifié.